Comment l'Europe doit-elle réagir face au chantage économique de Donald Trump? Pour en parler toujours, nous sommes avec Jacques Attali en plateau. Jacques Attali, j'aimerais qu'on parle notamment de ce que le ministre de l'économie appelle une guerre idiote, c'est-à-dire une guerre entre les Américains et les Européens qui ne va jamais se terminer selon lui. C'est une guerre idiote, comme toutes les guerres d'ailleurs, mais si on veut pouvoir négocier avec lui, il faut qu'on se mette à armes égales, donc on va aussi monter les tarifs, c'est une compétence de la Commission européenne, évidemment on parle à la Commission tous les jours, et puis après il faut qu'on discute avec les Américains pour refaire baisser et la tension et les tarifs, et c'est ce à quoi nous nous employons. Est-ce que c'est une solution de répondre de cette manière-là? Vous me disiez tout à l'heure, il ne faut jamais céder au chantage. Je comprends la position du ministre et je la respecte. Même si pour ma part, je ne dirais jamais qu'il n'y a que des guerres idiotes. La défense de l'Ukraine contre la Russie n'est pas une guerre idiote. Et la guerre que les Occidentaux, les Européens et les Soviétiques ont fait à l'Allemagne nazie n'était pas une guerre idiote. Ceux qui pensaient que c'était une guerre idiote étaient des collabos. Donc je n'accuse pas le ministre de l'être, mais je pense que c'est une maladresse que de l'avoir dit. Il y a des guerres qui ne sont pas idiotes, malheureusement. C'est des guerres contre le mal. Et il se trouve qu'on peut être dans cette situation. D'abord, du point de vue économique, on est dans une situation où les États-Unis peuvent faire un chantage permanent sur tout. Après tout, ils peuvent se dire ils vont capituler avant nous, comme au poker, où ils pensent avoir plus de profondeur de jeu que nous, ce qui n'est pas le cas. On pourrait être habile, comme on l'avait été d'ailleurs pendant le premier mandat de Trump, où on avait ciblé très précisément les représailles sur des circonscriptions républicaine et qui avait été très efficace pour faire céder les Américains. J'ai l'impression qu'on n'est pas aussi chirurgical dans les représailles qu'on propose aujourd'hui. Il faut regarder le changement de la carte électorale américaine pour adapter les choses. Mais il faut être ferme et ne pas céder en rien. Alors évidemment, ça coûtera à tout le monde. C'est un peu comme le scorpion et la tortue qui s'entraînent l'un et l'autre vers la catastrophe. Nous avons un ennemi qui est la Russie, malheureusement, pas la Russie tout court. Moi, je rêve que la Russie rejoigne l'Union européenne un jour. Mais la Russie d'aujourd'hui, nous avons un ancien ami qui n'est plus et qui agit à certains moments comme s'il était un agent russe. Je ne dis pas qu'il est un agent russe, loin de moi le fait de le dire, mais il y a une grande cohérence entre son action et celle de M. Poutine. On va voir d'ailleurs comment il va... Moi, je pense qu'il va pratiquement certainement atterrir en disant que la réponse de M. Poutine à M. Zelensky était excellente et qu'il faut faire ça. On verra s'il le fait ou pas. Mais nous devons nous préparer à ça. Et sur le terrain économique, il n'y a qu'une solution. C'est en effet chercher de nouveaux partenaires. L'Asie, le Moyen-Orient, la Chine, le Japon. Nous avons d'immenses potentiels. Et en effet, j'ai essayé d'expliquer ce matin dans un article qu'il y aura un grand danger à abandonner le combat écologique, parce que c'est la grande bataille de demain, et il ne faut surtout pas l'abandonner. Et un grand danger à abandonner l'Afrique. D'autant plus que l'Afrique va être abandonnée par les États-Unis, que le vide va assez vite se remplir avec les Chinois et les Russes, et que si on laisse ça, ça veut dire qu'on laisse un continent d'1,4 milliard d'habitants, bientôt 2,3 milliards d'habitants, et même à la fin du siècle, selon les prévisions actuelles, 3,8 milliards d'habitants, on laisserait ce continent dans un chaos total entre les mains de nos ennemis. Vous le dites dans Les Échos, on a retranscrit une des phrases de votre tribune aujourd'hui. Assumons cette évidence. L'économie de guerre ne doit pas se financer par des économies sur la transition écologique ni sur la coopération avec les pays du Sud. Sinon, ces pays deviendront des bombes à retardement contre nous. Et des ennemis. On prépare une économie de guerre, mais il faut penser à toutes les stratégies devant nous. Aujourd'hui, c'est la Russie, plus ou moins aidée par les États-Unis, c'est une des questions. Mais si on laisse l'Afrique dans un état de ressentiment et de frustration, dans 10 ans ou dans 20 ans, ce sera non seulement une menace démographique, mais une menace militaire. Donc il faut à tout prix participer à la croissance de l'Afrique, et c'est un potentiel énorme. Si l'Afrique connaît une vraie croissance, comme certains pays africains aujourd'hui, comme le Maroc, comme le Kenya, ou comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on aura un potentiel de croissance de l'Europe énorme. Pensez, nous avons 1,3 milliard de personnes
à côté de nous, plus de 300 millions sont déjà seulement des consommateurs au niveau de ce que nous sommes. Donc c'est un énorme marché pour nous et pour eux. Donc il faut les aider dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé, créer un corridor de communication entre les énergies qu'il y a en Afrique et les nôtres, faire travailler ensemble les diasporas. Il y a énormément de choses à faire pour que l'Europe et l'Afrique travaillent ensemble. Et c'est, à mon avis, une des grandes réponses qu'il faut donner tout de suite. Mais où trouver l'argent? Je pense qu'il y a beaucoup de subventions indues à ce que j'appelle l'économie de la mort, c'est-à-dire les énergies fossiles et le sucre artificiel. Je pourrais vous expliquer en une seconde, mais ça prendra peut-être un peu plus qu'une seconde, donc je vous donne le chiffre. Il y a des subventions au sucre artificiel dans le budget de la République qui coûtent 2 milliards, au bénéfice de produits sucrés, poison pour la santé. Bon, on pourrait les supprimer, ça ferait déjà 2 milliards. Et il y en a beaucoup d'autres. Et les subventions aux énergies fossiles, qui certes ont causé en partie par une mauvaise gestion l'affaire des Gilets jaunes, sont un désastre tant pour notre budget que pour notre environnement. Donc il y a des moyens de trouver de l'argent ailleurs que sur l'aide au développement et sur l'écologie. Est-ce que concrètement, la volonté de Donald Trump n'était pas de déstabiliser le système monétaire mondial? Puisque on s'est rendu compte tout de même que l'obsession de Donald Trump, c'est l'or, valeur refuge en temps de crise. Et regardez ces mots, le prix de l'or augmente alors que les discussions sur les droits de douane réduisent l'appétit pour le risque et poussent les investisseurs vers le métal précieux considéré comme une valeur refuge. Comment vous expliquez ce mécanisme en temps de crise, tout d'abord? Et est-ce que, concrètement, ça pourrait participer à un plan de Donald Trump, c'est-à-dire de nous pousser vers la crypto-monnaie, puisqu'on l'a vu exploser également ces dernières semaines, mais aussi vers l'or qui est vraiment son obsession depuis le début de son mandat? Je pense qu'il y a d'abord un scénario qu'il a dit, d'ailleurs, presque explicitement, et que son secrétaire au Trésor, qui est plutôt un homme à peu près raisonnable, a aussi confirmé. C'est un scénario qui irait vers l'effondrement du dollar et l'obligation faite aux Européens d'acheter les bons du Trésor à 100 ans à taux d'intérêt nul. Ça veut dire nous financerions à argent perdu, sous forme de dons, la politique américaine. Et en disant, c'est pas grave, vous le faites pas, on vous retire toute notre défense immédiatement. Encore une fois, ce même chantage. Un effondrement du dollar, des taux d'intérêt nuls sur des bons du Trésor à 100 ans, c'est un scénario très possible. Je ne dirais pas probable, mais possible. Alors, dans ce cas-là, ne serait-ce que parce que ce scénario est possible, il s'installe une période d'imprédictibilité. Et l'or monte, non pas dans les guerres ou dans les périodes de violence, il monte quand rien n'est probable. Quand on ne sait pas quoi faire, on met de l'argent dans l'or en attendant, par exemple, que l'économie de guerre s'installe. Dans ce cas-là, on mettra beaucoup d'argent sur les industries de la guerre, ou que la guerre se calme, on mettra beaucoup d'argent ailleurs. L'or, c'est le refuge très provisoire, donc ça ne va pas durer, d'une période imprédictible. Alors évidemment, si Trump reste imprédictible pendant 4 ans, l'or va continuer à monter pendant 4 ans. Mais l'or n'est haut que quand on ne sait pas prédire l'avenir. Quand on ne sait pas prédire l'avenir, c'est également ce qu'il se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, surtout que Donald Trump change d'avis comme de chemise sur ce terrain-là également, puisqu'il parle aussi bien de sanctions vis-à-vis de l'Ukraine, qu'il a tout de suite rétabli, c'est-à-dire en redonnant cette aide à l'Ukraine, mais en même temps, il parle de sanctions vers la Russie. Écoutez. Quel est votre levier sur Vladimir Poutine? Vous pensez à des sanctions? Et s'il refuse? Eh bien, j'ai un levier, mais je ne veux pas parler de levier parce que pour l'instant, nous lui parlons. Et d'après les déclarations qu'il a faites aujourd'hui, elles étaient plutôt positives, je pense. Je ne veux donc pas en parler. Jacques Attali, il y a 2 écoles sur l'économie russe. Il y a ceux qui disent non, écoutez, l'économie russe tient malgré les sanctions de l'Union européenne et rajouter des sanctions, ça ne changera pas grand-chose. Donc, cet argument de Donald Trump ne tient pas la route. D'autres disent non, en fait, les chiffres du PIB russe sont complètement gonflés par l'industrie de défense et au final, quand on regarde réellement l'économie russe et le détail, elle est en train de s'effondrer. Quel est votre avis? Je suis plutôt du camp de ceux qui pensent qu'elle va très mal. Pas oublier que la Russie, c'est un PIB exactement égal à celui de l'Espagne,
Différents calculs disent que c'est pas vrai, mais c'est un calcul raisonnable. C'est en effet une économie extrêmement militarisée et qui tient beaucoup par la guerre et qui a besoin de la guerre. Mais quand vous écoutez Trump là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit les propositions de M. Poutine sont raisonnables. Mais M. Poutine a proposé quoi ? Il a proposé la reddition absolue de l'Ukraine et l'absence de casque bleu pour protéger la frontière, l'arrêt de la livraison d'armes à la Russie, à l'Ukraine, et l'interdiction de recruter de nouvelles troupes dans l'armée ukrainienne. Autrement dit, il a demandé une reddition. Et voilà que M. Trump dit, c'est très bien. Donc, je continue à penser que le fil conducteur de la pensée de M. Trump, c'est la reddition de l'Ukraine dans les mains de la Russie. C'est le fil conducteur. Avec des hauts et des bas, avec oui peut-être, oui des sanctions, oui on vous rend les moyens de travailler, mais pour 24 heures, on verra après. Je pense que sous bénéfice d'inventaire, et j'espère me tromper, ça reste le fil conducteur. Alors, l'économie russe a besoin à tout prix de la guerre comme moyen de poursuivre sa tension dans le pays. Si évidemment elle retrouvait toute liberté de commercer, si le prix du pétrole remontait, puisque c'est quand même une part très importante du budget russe, le pétrole, la situation serait différente. Mais aujourd'hui, la Russie a intérêt à l'économie de guerre. Justement, 56% des Américains pensent comme vous, Jacques Attali, puisque 56% des Américains, dans un sondage, pensent que Trump est trop aligné avec la Russie. C'est un sondage de Reuters et Ipsos. Et la question que j'aimerais vous poser, puisqu'elle se pose souvent sur ces plateaux, c'est concernant les avoirs gelés de la Russie. Certains disent... Eh bien, non, il ne faut pas y toucher à ces 258 milliards d'euros, puisque ça pourrait dissuader certains de nos partenaires, qui sont aussi des autocraties, d'investir en Europe. Et d'autres disent non, il faut utiliser cet argent de 258 milliards pour nous réarmer, puisque la Russie l'a fait auparavant, et donc pourquoi s'en priver ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas y toucher ? Non, parce que, pour la raison que vous avez dite, c'est-à-dire que si nous touchons aux réserves qui sont dans nos banques d'autocratie, d'autres autocraties ou pays démocratiques pourraient dire l'Europe rentre dans l'arbitraire. Et donc, je retire mon argent. Or, l'euro est une monnaie magnifique, incroyable succès, dont les États-Unis ne voulaient pas. Les États-Unis ont tout fait pour que l'euro n'existe pas ou disparaisse. Et ils pourraient, dans ce cas-là, dire à différents pays du monde, écoutez, ne laissez pas votre argent en Europe, vous voyez ce qui vous attend. Et ce serait très dangereux. Il ne faut pas faire ça. J'aimerais qu'on parle de cette fameuse économie de guerre dont vous parliez il y a quelques minutes, puisque on fait face à un axe très clair. Russie, Chine, Iran, qui se sont rencontrés aujourd'hui encore pour demander l'arrêt des sanctions à l'égard de Téhéran. Et puis, concrètement, on a un peu tardé du côté européen à se mettre à l'ordre du jour, à être dans un réel réarmement. Et pourtant, le chef de l'OTAN, Mark Rutte, continue de dire qu'il faut produire plus. Écoutez. Nous devons produire plus d'armes. Nous n'en faisons pas assez, ni aux États-Unis, ni en Europe. Et nous sommes à la traîne par rapport aux Russes et aux Chinois qui disposent d'une énorme base industrielle dans le domaine de la défense. Les Européens achètent 4 fois plus ici que l'inverse, ce qui est une bonne chose car vous avez une industrie de défense solide. Mais nous devons faire davantage pour nous assurer que nous sommes prêts au niveau de la production. Pour quel modèle êtes-vous, Jacques Attali ? Une production au niveau européen, même si on a du mal tout de même à s'accorder sur quel secteur, quel type d'avion, quel type de char, sur lesquels investir massivement, et surtout comment la financer quand on voit notre déficit public assez abyssal. L'argent n'est pas le problème. Et il y en a. Il y a la Commission européenne, la BEI a montré que l'argent était disponible, l'argent qui n'a été pas utilisé dans les fonds régionaux, la BEI qui est en train de changer ses règles, l'Allemagne qui peut augmenter son déficit, n'est pas le problème. Le principal problème... C'est la première fois que j'entends ça, Jacques Attali, que l'argent n'est pas le problème. Non, ici, dans cette période, c'est pas le problème parce qu'il y en a ailleurs qu'on peut utiliser. Le problème, il est dans cette phrase très ambiguë, et pas du tout ambiguë d'ailleurs, du secrétaire général de l'OTAN, quand il a dit... Il était dans un bureau américain quand il a dit ça. Vous avez un armement formidable, on peut l'utiliser. Non, surtout pas. Il faut que les Européens cessent d'acheter des armements américains. Il faut que les Européens
fasse une loi qu'on pourrait appeler European Defence Act, dans lequel il s'oblige à acheter des armes européennes. Ça changerait tout. Vous êtes donc pour cette dimension de potentiellement dire on consacre une partie de notre PIB seulement à l'armement européen. C'est ce qui a fait surface récemment. Il faut à tout prix réduire autant qu'il est possible, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain cesser d'acheter des pièces détachées, des avions, des chars ou des fusées américaines, évidemment. Autant qu'il est possible, réorienter notre achat vers des armes européennes. C'est fondamental. Ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'OTAN, puisque l'OTAN, c'est un ensemble dans lequel il y a les États-Unis, sauf si les États-Unis en sortent, ce qui peut-être d'une certaine façon ne serait pas mal, parce que ça nous libérerait. Mais moi, ça fait des années que je dis que les Européens doivent apprendre par cœur cette phrase simple, nous sommes seuls. C'est vrai depuis Obama, nous sommes seuls. Et nous sommes seuls, ça veut dire qu'il faut cesser d'acheter des armements américains, il faut développer une industrie européenne, et même d'une certaine façon, sans grande cohérence pour l'instant. Que chacun y aille. Qu'on développe des industries. Il y a de formidables entreprises duales, c'est-à-dire civiles et militaires en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, en Ukraine. L'Ukraine fait partie de l'Europe de la défense. C'est même l'avant-garde de l'Europe de la défense. Ils ont inventé des techniques. Je dirais même la Turquie fait partie de l'Europe de la défense, parce qu'elle a géopolitiquement intérêt à être avec nous dans cette affaire. Certaines PME françaises vont s'y mettre également. C'est le plan. Beaucoup de PME françaises qui sont dans des situations de machine-outil dual tout à fait acceptables et possibles. C'est un énorme marché qui s'ouvre. Et il ne faut pas oublier non plus que l'économie de la défense, que je classe pour ma part dans l'économie de la vie, parce que ça sert à protéger nos démocraties, ça sert à protéger nos démocraties, c'est une économie qui crée de la croissance. Alors, je préférais qu'on crée de la croissance par les éoliennes et l'énergie solaire, mais là aussi, ça crée de la croissance. Et donc, il ne faut pas regretter de le faire, il faut le faire, nous en avons besoin. Il ne faut pas le faire avec les Américains. Il ne faut pas dire, comme certains, ni Poutine ni Trump. Et c'est en effet ni Poutine ni Trump. Mais nous ne sommes ni avec Poutine ni avec Trump. Il faut assumer cela. Certains disent que ça ne sert à rien de viser un pourcentage de PIB trop élevé, puisque Donald Trump avait parlé de 5% du PIB. Emmanuel Macron a dit que ce serait bien qu'on arrive à 3,5%. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, lui dit que ce serait bien qu'on arrive à un poids de forme de 100 milliards. Mais déjà, si on arrive à 68 milliards dans les prochaines années, c'est déjà pas mal. Est-ce que concrètement, il faut se fixer un objectif de dépense ? Je crois qu'il faut se fixer un objectif et savoir à quoi on le dépense. Des armes européennes, bien réfléchir sur la nouvelle guerre. Les Ukrainiens nous ont appris qu'on a besoin de certaines formes de fusées, de protection missiles air, sol, de drones, de systèmes de radars, de protection, enfin toute une série de nouvelles formes d'armes liées à de nouvelles stratégies. Il ne faut pas acheter les armes de la guerre d'hier et d'avant-hier, ce serait une catastrophe. Il faut de nouveaux avions, d'ailleurs, d'une nature totalement différente. Donc, il faut faire ses choix et faire vite. Je pense qu'il faut afficher un montant. À mon avis, 4% en 2030 dans toute l'Europe. C'est un chiffre inaccessible, donc nécessaire.